Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette table ronde qui s'intitule Information scientifique, les nouveaux leviers de la confiance avec le public. Je me présente, je m'appelle Charles Bert, je suis le président de l'AJSPI, c'est l'association des journalistes scientifiques, qui regroupe environ 300 journalistes un peu partout en France qui travaillent en presse écrite, radio, web, presse écrite, radio, télévision et sur le numérique. Et donc je laisse les trois invités se présenter. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Lise Loumet. Je suis rédactrice en chef adjointe du pôle numérique de Sciences et Avenir. Donc, Sciences et Avenir, c'est un magazine de vulgarisation scientifique. Il y a plusieurs parutions. Il y en a une qui est mensuelle. Il y a aussi un hors-série qui paraît tous les 3 mois. Et il y a donc un site internet. On est aussi depuis 2020 relié à la rédaction du magazine La Recherche, voilà, qui est donc un trimestriel aussi. Michel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Michel Dubois, je suis un sociologue au CNRS, directeur de recherche CNRS, directeur d'un labo qui s'appelle le GEMAS. Et je suis ici en fait pour différentes raisons. Première raison sans doute parce que je suis membre du conseil scientifique du baromètre de l'esprit critique depuis quelques années. Et donc on publie régulièrement des enquêtes un petit peu d'attitude d'opinion sur différents sujets qui ont directement trait à la culture scientifique. Je suis également responsable de la dernière vague de l'enquête Les Français et la science. Je ne sais pas si vous connaissez cette enquête. C'est une enquête qui a été créée dans les années 70 et qui est répétée de façon assez régulière maintenant. Donc on travaille actuellement sur la 9e vague, ce qui nous permet d'avoir une vision assez, dans le temps long, en tout cas, des grandes évolutions des attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques. Et par ailleurs, je suis également directeur de l'Office français de l'intégrité scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez l'Office. L'Office étant la structure nationale qui est chargée de penser un petit peu la politique française en matière d'intégrité scientifique. Voilà, vous allez voir que c'est une mine d'informations et ça va nous guider durant ce débat, durant cette heure à venir. Et Cyril. Bonjour, je suis Cyril Vanderberg. Donc je suis responsable du service Sciences et Médecine au Figaro, à la fois pour le quotidien et pour le site web. Alors le Figaro, je ne sais pas si j'ai besoin de présenter, mais en tout cas, c'est une année importante pour nous parce qu'on fête notre bicentenaire. Vous avez peut-être vu sur les grilles de la préfecture là, des panneaux qui montent des unes. Donc là, j'étais content de découvrir ça en sortant du train ce matin. Voilà, plus sérieusement, je suis au Figaro depuis 28 ans et j'ai commencé au service Sciences et Médecine. Voilà. Très bien. Donc je pense que j'ai un peu de recul pour... 28. Est-ce qu'on peut fermer la porte peut-être parce que c'est un peu... 28. Waouh. Première question pour Michel. Avant même de parler de contenu journalistique, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le niveau de degré de confiance du public envers les sciences en général déjà ? Oui, effectivement, c'est toujours intéressant de commencer par ce point. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par la notion de confiance ? En fait, tout le monde parle aujourd'hui d'une sorte de crise de confiance d'une façon globale. Donc, c'est pas du tout ce qu'on a dans nos enquêtes. Donc, il y a un climat assez anxiogène et souvent on est là pour déminer ce climat anxiogène en essayant non pas de donner une vision rose de la situation. Là, il y a un certain nombre de problèmes à résoudre, mais les problèmes ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pense. Et tout le monde est complètement concentré sur cette idée qui est une forme de défiance généralisée. Il y a un ouvrage qui a été publié il n'y a pas très longtemps chez Odile Jacob, intitulé « Quand la France se détourne de la science », qui est fondé sur trois idées simples. En gros, une sorte de défiance généralisée à l'égard des sciences. D'autre part, c'était mieux avant. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est tout le monde est défiant, mais les plus jeunes encore plus. Ils sont hyper défiants vis-à-vis des sciences et des techniques. Donc, ces sont trois idées reçues qu'on en voit beaucoup circuler. 3 idées fausses. Parce que c'était pas mieux avant, parce que les jeunes sont souvent plus confiants que les autres et sont plus enthousiastes sur les projets de sciences et techniques. Et par ailleurs, il n'y a pas une défiance généralisée, il y a plutôt un niveau de confiance très élevé dans les sciences et les techniques. Mais par contre, il y a une confiance qui est sélective. C'est-à-dire, il y a certaines dimensions, effectivement, qui posent problème. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est essayer d'avoir une sorte de diagnostic assez précis, sortir d'une vision assez impressionniste. Et c'est vrai que la notion de confiance est une notion assez floue en réalité. On ne sait pas toujours ce qu'on veut dire par la notion de confiance. Donc nous, on essaye un petit peu de décortiquer cette notion. On voit bien qu'il y a une dimension morale. Est-ce qu'on est digne de confiance ? C'est un jugement moral qu'on porte sur telle ou telle personne, sur les journalistes parfois. On y reviendra, j'ai l'impression.
Et puis, il y a aussi l'idée dans la notion de confiance de se remettre à quelqu'un dans une situation d'interdépendance, c'est-à-dire est-ce que je fais confiance à telle ou telle personne pour accomplir telle ou telle action qui aura des conséquences sur moi. Et là, c'est pas simplement une question de moralité, c'est aussi une question de compétence. Donc ça renvoie à autre chose. Lise, est-ce que toi tu ressens cette méfiance justement ou pas de la part de vos lecteurs, voilà. Alors en fait, nous, Sciences et Avenir, on est un média qui existe depuis 1947, donc on est un média quand même assez ancien. Et la difficulté donc avec les réseaux sociaux et le site internet, c'est que c'est un peu comme si on repartait de zéro. On a à faire, enfin c'est le système algorithmique qui fait ça. Les lecteurs vont chez nous déjà sans savoir que c'est nous. Ils connaissent pas forcément notre marque et on doit donc les séduire à travers cette marque qu'ils connaissent pas. Voilà, faut être réaliste, les vingtenaires, trentenaires, voire même quarantenaires n'achètent pas tellement la presse magazine en kiosque, sont très peu finalement abonnés à des magazines. Donc en fait, on repart un petit peu de zéro sur la marque. Donc il y a, je dirais, une forme de... je ne sais pas si c'est une forme de méfiance, mais en tout cas, on n'a pas la confiance de base parce qu'on est un média de référence. Nous, en tant que journalistes, notamment scientifiques, on se vit comme un média de référence, mais en fait, non, on voit bien avec les lecteurs qu'on n'a pas cette confiance de base. Moi, quand je suis arrivée à Sciences et Avenir en 2014, il y avait un truc qui était très étonnant auquel je ne m'attendais absolument pas sur les réseaux sociaux. Donc, on avait une page Facebook avec environ 500 000 abonnés et on avait énormément de lecteurs, on va dire, avec des visions créationnistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisaient les articles scientifiques qu'on publiait, notamment sur l'astrophysique, pour appuyer des thèses, pour montrer à quel point c'était évident que Dieu existait, puisqu'il avait créé telle supernova, l'univers dans ce sens-là, etc. Et donc moi, j'étais extrêmement étonnée. Je ne pensais pas du tout que j'allais trouver un lectorat sur le site internet de Sciences et Avenir aussi différent que le lectorat qui est traditionnel dans les médias comme Sciences et Avenir. Le magazine papier est surtout lu par des ingénieurs, des scientifiques, parfois à la retraite, voilà, qui ont plutôt 50, 60 ans, etc. Donc là, ce qui a été étonnant pour moi dès le départ, c'était d'avoir affaire à un lectorat si différent, voilà, qui était, on va dire, avec une moins bonne culture scientifique que les abonnés et les lecteurs du mensuel. Donc voilà, donc on le voyait facilement avec les commentaires et puis les données qu'on pouvait avoir aussi via les réseaux sociaux. C'est un petit peu moins le cas avec le RGPD maintenant, mais on pouvait récupérer énormément de données sur les âges, les pages auxquelles étaient abonnées les différentes personnes qui nous suivaient, etc. Donc on pouvait voir ça. Donc oui, il y avait un peu en tout cas, la confiance n'était pas acquise de base. Et il y avait aussi très vite, à travers les années, la problématique il fallait vraiment se détacher du sensationnalisme. Voilà, c'est-à-dire voilà, tout ce qui était les articles clickbait, etc. Donc ça, on avait vraiment pour avoir assez de confiance, il fallait vraiment se détacher de ça, d'être assez juste dans la manière dont on titre l'article pour que ça reflète très bien le contenu. Et si on se détournait un petit peu, voilà, on pouvait être sanctionné dans les commentaires, voilà. Et puis ça, on fait très attention, notamment à tout ce qui est santé pour ne pas survendre si. Voilà, donc il y a deux choses, effectivement. Il y a vraiment la publication pour le site internet, finalement, et ce que vous faites aussi sur les réseaux sociaux, et ça, on va en parler juste après. Mais déjà, juste un mot de Cyril. Cyril qui a quand même connu beaucoup le papier lui aussi, vu, on le disait avant, à 28 ans de carrière au Figaro. Mais du coup, en préparant cette table ronde, tu me le disais, il y a vraiment eu un déclic ces dernières années sur la façon de produire les articles pour le site internet. Nous, on a eu un changement radical. Moi, donc, je suis arrivé en 98, il n'y avait pas du tout de site internet du Figaro, ça n'existait même pas. Et les débuts du site web, dans les années 2005-2010, en fait, on était parti sur un modèle tout gratuit. Je parle de ça parce que ça va peut-être rejoindre ce que disait Lise, en fait. Et donc, en fait, il y avait une course globale à l'audience. Il fallait attirer le lecteur. Et pour attirer le lecteur, le titre était hyper important. Et on s'est retrouvé, en fait, dans pour moi, un système qui était une chute qui entraînait tout le monde vers le bas, où on faisait des titres sensationnalistes,
Vous n'allez pas croire ce que cet animal est capable de faire. On montre une photo un peu intrigante, et on clique et puis on est déçu parce qu'en fait, ce qu'il fait cet animal, il mange de l'herbe. Mais en fait, donc on a cette contradiction. En fait, et là, pour moi, c'est un vrai exemple de ce modèle gratuit. En fait, il était dangereux pour le journalisme. Il l'est encore, je pense, parce qu'en fait, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants parce qu'on est vraiment sur des mécanismes qui sont, je pense, avilissants et qui respectent pas nos lecteurs et qui leur mentent en fait pour essayer d'attirer de l'audience. Donc c'est vraiment casse-gueule parce que la punition, elle se fait sentir. On a des mesures d'audience, on voit très bien quels sont les titres qui fonctionnent, quels sont les titres qui fonctionnent pas. Et donc là, la chance qu'on a au Figaro, en fait, c'est qu'on est en train d'avoir une révolution qui est un changement de modèle, et on est en train de passer sur des abonnements. Et l'abonnement, ça change tout. C'est-à-dire qu'on a des lecteurs qui sont là, qui disent « Je suis prêt à payer 9,90 € par mois pour lire les contenus du Figaro ». Et pour moi, ça change tout, parce qu'en fait, on n'est plus dans cette course au clic, on n'est plus dans ces titres qui cherchent à attraper le chaland avec... Et sur Internet, on sait ce qui marche, c'est quand même le sensationnel, ce qui est pas crédible. Et souvent, c'est pas crédible parce que ça l'est pas. C'est le sexe, c'est non, mais voilà, c'est les ressorts de l'humanité qui sont pas forcément très jolis. Et là, avec l'abonnement, on retrouve en fait une relation de confiance avec nos lecteurs, où s'ils payent tous les mois, c'est parce qu'ils sont contents de nous lire. Et s'ils sont contents de nous lire, c'est quelque part, ils font confiance à la marque, ils font confiance. Ils ne nous connaissent pas, les journalistes. Hein. J'ai pas cette illusion-là. Donc, mais en revanche, il y a une relation qui s'instaure. Et cette relation, elle est marchande, elle est financière. Et pour moi, je le vis là depuis 7 ans au Figaro. Ça change radicalement la manière dont nous on travaille. Et ça a été un soulagement en fait en science, parce que la science, c'est quand même un domaine où voilà, le sensationnel est facile. Et quand on ment à nos lecteurs, je pense que sur le long terme, on rompt la confiance. Parce que finalement, Michel, quand on regarde les études, le public sur l'information scientifique, où est-ce qu'il va chercher l'information en priorité? Site internet et réseaux sociaux, c'est pas au même niveau de ce que j'ai pu voir. Oui, effectivement, c'est pas la même logique. Effectivement, les sites internet renvoient plutôt finalement une sorte d'extension des sources traditionnelles de l'information scientifique. Donc, effectivement, les journaux, les magazines ont investi internet avec leur propre site internet, mais il y a une concurrence directe avec les réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est la première source d'information. En général, quand quelqu'un, en tout cas nos répondants, quand on les interroge sur leurs sources d'information quotidienne sur l'actualité, c'est toujours les réseaux sociaux qui arrivent en premier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la source d'information à laquelle ils font le moins confiance. Donc on est dans une situation intéressante dans laquelle on pratique et on investit un espace numérique auquel on ne fait pas confiance. Et c'est pourtant là qu'on va chercher l'information sur l'actualité. Donc derrière, il faudrait distinguer là, ce qui relève des populations les plus jeunes, des populations adultes. L'intérêt du baromètre de l'esprit critique, c'est j'avais demandé il y a quelque temps d'élargir les répondants vers les 15-17, parce que je trouve que c'est une population qu'on ne voit pas beaucoup, et c'est quand même là, à ce moment-là, souvent que se forgent un petit peu les pratiques. Et les 15-17 ne s'informent pas de la même manière que les adultes. Les 15-17, ils font davantage confiance à leur entourage. Donc ils sont encore chez eux la plupart du temps, et quand ils ne regardent pas les réseaux sociaux, ils posent des questions à leurs pairs. Donc ça peut être les pairs au sens des amis, ça peut être les pairs au sens de ceux qu'ils ont à l'école, mais ça fonctionne beaucoup dans une dimension relationnelle. Et donc ça c'est aussi intéressant, parce que pour essayer de toucher cette population-là, on voit qu'on peut cibler aussi des médiateurs, ceux qui sont autour d'eux, et ça veut dire aussi quelque part les adultes qui sont autour d'eux. Donc chez ces 15-17 ou ces 15-24, il va y avoir d'abord les réseaux sociaux, ensuite l'entourage, et progressivement on va descendre sur les sources traditionnelles, sachant que la télévision effectivement est très en retrait, et on accorde beaucoup de confiance à la radio, à la presse papier, mais on la consulte très peu, on écoute très peu la radio, on écoute et on lit très peu les quotidiens également. Mais en revanche, on regarde beaucoup de documentaires scientifiques. Oui, alors moi je parle là uniquement sur l'actualité en général, mais c'est vrai que le baromètre de l'esprit critique ça c'est assez surprenant, mais c'est vrai que la source d'information majeure pour beaucoup de personnes qui répondent à cette enquête sur la science, ce sont les documentaires. Donc voilà, quand vous regardez un beau documentaire sur le faucon pèlerin ou sur tel ou tel animal, c'est considéré comme étant la source principale d'information.
Lise, parmi les pratiques pour regagner du moins la confiance du public, il y a cette question de mettre les sources finalement, de plus en plus de sources dans les articles, notamment en fin des articles, où on redirige vers les publications des scientifiques. Ça, c'est quelque chose que vous faites de plus en plus sur le site internet. Oui, absolument. En fait, la difficulté que nous, on a depuis le début, c'est qu'on a remarqué, donc, comme je vous disais, qu'on avait des lecteurs qui étaient vraiment avec peu de culture scientifique, qui avaient le brevet et le bac et des fois pas d'études supérieures du tout. Et donc, on avait ce public-là, mais on avait aussi un lectorat qui était beaucoup plus cultivé en sciences et notamment aussi, on avait des médecins, des chercheurs, voilà, qui nous lisaient. Donc, ce qui est difficile, c'est de pouvoir écrire pour tout le monde, d'avoir un niveau de vulgarisation scientifique qui corresponde à la fois des personnes qui ne connaissent pas grand-chose finalement au niveau des termes scientifiques qu'on va employer et des personnes qui sont carrément spécialisées dans le sujet. Donc oui, le fait de mettre la publication scientifique, donc nous on met systématiquement le lien vers la publication scientifique, on n'est pas les seuls médias à le faire, hein. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est un peu les youtubeurs aujourd'hui de plus en plus. Absolument, voilà. C'est un gage de sérieux, c'est une manière de dire voilà, on vous met donc la source primaire, donc déjà c'est une manière aussi de regagner la confiance, de dire on vous met la source primaire, vous pouvez la consulter si vous le souhaitez, de dire aussi voilà telle étude, tel sujet qu'on vous rapporte, ça vient de telle étude publiée par des scientifiques, parce qu'on s'appuie aussi sur le fait que la confiance envers les scientifiques était un peu plus élevée qu'envers les journalistes, voilà, donc c'était un peu une manière aussi d'avoir une espèce de gage de sérieux envers pour l'électorat. Voilà, donc de montrer vraiment qu'il y a un travail fait par des scientifiques et aussi, moi ce que je trouve assez dingue avec l'actualité scientifique, c'est que c'est financé par le grand public, c'est financé par des aides publiques. Et en fait, c'est très peu. Alors, les gens sont quand même assez renseignés, notamment via les médias généralistes, sur la politique internationale, la géopolitique, etc. Mais l'actualité scientifique que que le contribuable finalement finance via des aides publiques, en fait, il n'est pas au courant de ça. Donc, c'est une manière aussi de dire, voilà, parce que nous, on fait comme beaucoup de médias français, on met aussi en avant quand même la recherche française, de dire, ouais, voilà, vous financez, vous ne le savez pas forcément, mais via vos impôts, des études scientifiques, et vous avez le droit aussi d'être au courant de ces études-là. Un grand nombre de personnes ne vont pas directement lire les études scientifiques en anglais, dans les revues, etc., ce que je peux comprendre, parce qu'on n'a pas cette éducation-là. Donc nous, on fait ce travail vraiment de médiateur, de dire telle étude, c'est financé des fois donc par des Américains, par des Asiatiques, mais aussi par des Français, et c'est vous, via vos impôts, qui donc avez financé ces études-là. Et donc, ça a différents objectifs, finalement, de mettre le lien vers la publi. Il y a une notion intéressante, Michel, c'est qu'en fait, ce qu'on découvre dans les études, c'est que la confiance accordée aux journalistes et aux chercheurs n'est pas la même. En fait, on fait davantage confiance aux chercheurs. Oui, effectivement, ça c'est une différence assez évidente. Je voulais juste rebondir sur un point évoqué par Lise, qui est de dire, en fait, ces travaux dont il s'agit de relayer ou de faire connaître dans la presse sont fondamentalement des travaux financés par les deniers publics, c'est vrai, mais ce sont des travaux qui sont minoritaires en réalité. Si on regarde l'essentiel de l'effort de recherche se trouve aujourd'hui dans le secteur privé. Et là, je prends ma casquette de directeur de l'office. Demain, j'ai une table ronde justement sur les enjeux d'intégrité scientifique dans la recherche et le développement. C'est quand même une sorte d'impensé absolu, quoi. Et j'aimerais bien qu'on essaie de prendre conscience qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce qui se passe dans la recherche se joue ailleurs que dans la recherche publique, et qu'une partie d'ailleurs de ces acteurs ont l'impression qu'ils vivent dans un monde dans lequel les enjeux d'intégrité et d'éthique de la recherche n'existent pas. Donc voilà, je referme la parenthèse, parce que ça c'est un point qui me paraît important, ne pas oublier cet équilibre qui est à peu près à 60-40, là où il était il y a 20 ans, dans le sens inverse. Sur la figure du chercheur, du coup. Oui, du coup, sur la figure du chercheur, effectivement, ça
les enquêtes sont assez stables de ce point de vue-là. Donc, alors bien entendu, si on peut varier les formulations, mais si on essaie de retenir les échelles, on a toujours à peu près 8 répondants sur 10 qui disent faire confiance à la figure du chercheur, entendu dans une forme un petit peu idéalisée du chercheur universitaire, académique, qui travaillerait dans une sorte d'espace un petit peu en apesanteur, loin des intérêts privés, loin des intérêts économiques ou politiques. Et on avait testé ça au moment de la période Covid, dans la 8e vague de l'enquête Les Français et la science. On avait demandé à qui faites-vous confiance pour dire la vérité sur le coronavirus, et on avait retrouvé à peu près 8 enquêtés sur 10 nous dire faire confiance aux universitaires ou aux chercheurs académiques, là où on n'avait que 4 Français sur 10 à peu près qui faisaient confiance aux journalistes pour dire la même chose, la vérité sur le coronavirus. 4 sur 10 qui font confiance, 6 sur 10 donc qui ne font pas confiance, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Au début de l'année, il y avait un baromètre, et Charles, tu disais, on a des chiffres, hein, et c'est vrai qu'on a beaucoup de baromètres qui tournent en permanence, on a l'impression qu'il y a une multitude, une sorte d'industrie du baromètre, mais l'intérêt, c'est que ça permet de voir si ça diverge ou si ça converge, et en tout cas, sur cet écart assez important, c'est plutôt convergent, c'est-à-dire on retrouve à peu près le même ordre de grandeur. Cyril, il y a cette même logique au Figaro, justement, de vouloir mettre de plus en plus de sources dans les articles. Mais finalement, je me demande, est-ce que vraiment le grand public, qui déjà n'a pas beaucoup de temps souvent pour consulter des articles, est-ce que vraiment il a envie de lire une étude de 30 pages dans le détail? Enfin, est-ce que toi, tu comprends la logique? Moi, je pense pas que mettre les sources en lien dans un article, c'est intéressant pour les scientifiques qui savent ce que c'est. En revanche, pour le grand public, moi, je suis beaucoup plus attentif au choix des experts qu'on interviewe. En fait, justement, ça tombe bien. Si nos lecteurs font plus confiance aux scientifiques qu'aux journalistes, il vaut mieux que je laisse la parole aux scientifiques. Et donc, en fait, moi, au sein de la rédaction de Figaro, je suis considéré comme un journaliste spécialisé. Je suis spécialisé en sciences. Et donc, en fait, je suis spécialisé en astrophysique, en biologie, en médecine, en cancérologie, en immunologie, en microbiologie, en géologie. Enfin, je vous fais pas le topo. En fait, je suis spécialisé en rien, quoi. Donc mon champ de compétences. Bon, tu es chef de service, donc ça explique que tu. Je suis l'incompétent en chef. Mais là, donc voilà, je considère moi aujourd'hui que la partie la plus importante de mon métier, c'est de trouver les bons experts sur les sujets. Donc trouver les bons scientifiques capables de nous expliquer les choses, de remettre les choses dans leur contexte. Et là, l'exemple du Covid, pour moi, il a été incroyablement puissant parce qu'on a, je pense, vécu aussi une crise de confiance à cause de certaines personnalités scientifiques qui étaient trop médiatiques. Et je pense au professeur Raoult, qui a quand même emmené des pays entiers sur des pistes thérapeutiques qui ne fonctionnaient pas. Et donc on a des scientifiques dont la parole a du poids, en fait, dans des conditions comme ça. Et donc, moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite que Raoult était un guignol et qu'il parlait complètement en dehors de son champ de compétences. Il avait beau avoir une blouse blanche sur le dos, et ses études de médecine étaient très, très, très lointaines et qu'il n'avait jamais soigné personne. Son spécialiste, c'était les gros virus. Et comment on arrive à les mettre en culture pour les étudier. Et donc, les malades, les essais cliniques, l'épidémiologie, tout ça, il n'y connaissait rien. Et ça n'a pas l'empêché d'affirmer sur les plateaux télé des énormités qui ont fait énormément de mal à la confiance, je pense, à la fois vis-à-vis de l'ensemble des scientifiques qui étaient, eux, pour la plupart, plus prudents. Je retiens d'une chose du Covid, c'est qu'en fait, les bons experts, ceux qui nous ont suivis toute la durée de la crise, c'est ceux qui, au départ, nous disaient, en février 2020, mars 2020, je ne sais pas. Là, le virus, on pensait que ça serait comme le SARS en Asie. En fait, non, c'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas. Et donc, en fait, ces gens-là qui étaient prudents au départ, qui étaient dans une vraie démarche scientifique, d'humilité et de dire on n'a pas d'éléments, je ne peux pas vous expliquer, c'est des gens qui n'étaient pas là pour se mettre en avant sur les plateaux télé et qui, au final, se sont révélés fiables et intéressants. Et voilà, et ça y est, je ne sais plus d'où je voulais aller dans mon explication. Mais cet exemple du Covid, il est bon parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu, durant cette crise, une différence entre le traitement des journalistes généralistes et des journalistes spécialisés en sciences qui se sont peut-être rendus compte un peu plus tôt de ce qui se passait. Est-ce que toi, justement, qui a quand même une équipe de 8 personnes, c'est quelque chose que vous mettez en avant en disant, voilà, on est journaliste spécialisé, est-ce que ça a plus de poids aux yeux du public ?
Et Michel pourra compléter si ça change Alors, quelque chose, journaliste généraliste, Je ne journaliste sais de pas sciences. si ça a plus de poids auprès du public. Je ne pense pas que le public soit conscient de ça, qu'est-ce qu'il y a derrière les articles. Mais en fait, en revanche, le fait d'être capable de contacter les scientifiques, de savoir lire une publication, de connaître les codes, d'avoir comprendre La méthodologie justement, scientifique. méthodologie scientifique, comprendre justement quand un expert parle en dehors de son domaine de compétences. Enfin, ça, c'est des atouts qui sont incroyables et qui sont des atouts du journaliste scientifique. En fait, nous, la rédaction, en février 2020, 15 jours avant le confinement, j'ai eu la chance, c'est que mon supérieur hiérarchique m'a dit « Cyril, mais arrêtez d'essayer de faire autre chose que du Covid, l'astrophysique, la biologie, la biodiversité. C'est pas le moment. Ce qui nous inquiète, c'est le Covid. » Donc il a dit, on met toute l'équipe sur le Covid. Donc on s'est spécialisé sur les thématiques thérapeutiques, tests, épidémiologie, traitement. Enfin voilà. Et donc on est parti un peu en mode commando. Et ça a duré 6 mois. C'était un peu dur sur la durée, mais c'était. Je pense que l'efficacité du service et sa manière d'aborder des sujets complexes, je pense que c'était un vrai service à rendre à nos lecteurs, en fait, d'être capable de rendre compte de cette complexité, rendre compte parfois des incertitudes, parce qu'il y en avait beaucoup. Elles n'étaient pas faciles à gérer, elles étaient difficiles à vivre pour les Français qui étaient confinés. Mais je me suis senti un peu comme un... On dit, voilà, il y a des soldats qui s'entraînent toute la vie pour faire la guerre, et le moment où ils tirent le premier coup de feu, tout l'entraînement sert à quelque chose. En tant que journaliste scientifique, je me sentis mon utilité. Pendant le Covid, j'ai senti que j'avais une vraie utilité publique. Donc c'était assez satisfaisant. Mais d'ailleurs, à la sortie du Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rédactions généralistes qui disaient voilà, on va davantage former nos journalistes généralistes aux sciences, on va créer des postes. Est-ce que vous avez le sentiment dans les grands groupes que ça a été le cas? J'ai juste un chiffre. Pendant le Covid, j'ai eu des renforts donc de 2 journalistes. On était 13 au moment du pic. Donc voilà, 6 ans après le Covid, on est 8 dans le service. C'est pas très réjouissant. Oui, non, malheureusement, ça a été une parenthèse. Enfin, moi, je me retrouve totalement dans ton discours, hein, Cyril. Moi, j'ai vécu la même chose. On a publié en un an plus d'1 millier d'articles sur le Covid. On a été sur tous les fronts, à Sciences et Avenir, la semaine, le week-end, etc. Surtout qu'en plus, ce qui était difficile, c'est que les experts au téléphone nous disaient on ne sait pas. On voyait Didier Raoult partout, sauf chez nous, bien sûr, parce que voilà, on comprenait bien quel était son jeu, puis on le connaissait d'avant. Et ce qui était délicat, c'est qu'il y avait des publications qui sortaient un petit peu partout. Et en fait, on les traitait un peu toutes parce qu'on ne savait pas, il y avait différentes pistes de traitement, il y avait les différentes projections. Moi, je me souviens que déjà en mars 2020, il y avait une université, je crois que c'était Oxford, qui avait dit les confinements, on en a au moins jusqu'au printemps 2021. Ce que des médias généralistes disaient, mais attendez, c'est impossible comme projection, et en fait, ça s'est révélé exact. Mais bon, voilà, il y avait des projections, il y avait voilà les différents traitements, il y avait donc évidemment tous les vaccinosceptiques. Donc là, évidemment, on était au climax du sujet. Donc, dès qu'on publiait un article sur les vaccins, donc c'était évidemment, voilà, enfin, il y avait, je pense, beaucoup, à la fois les vaccinosceptiques étaient très, très présents, et en plus, il y avait aussi, voilà, beaucoup d'interrogations, des gens qui se posaient beaucoup de questions sur les vaccins, et on n'avait pas toutes les réponses, bien sûr, donc on apportait un peu au fur et à mesure les réponses, mais c'était pas évident d'avoir aussi ce maximum de critiques. Et oui, ça a été un peu une parenthèse. Nous, on a eu énormément d'audience sur le site internet, et non, on n'a pas eu forcément plus de budget et plus de journalistes scientifiques dans les autres rédactions. Non, j'ai l'impression que ça s'est vraiment vécu, voilà, comme je disais, comme une parenthèse, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, justement, depuis le Covid de cette parole, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui voient des fake news, aussi qui s'interrogent sur des sciences alternatives. Quelle est la place qu'on donne à par exemple en santé, à ces médecines alternatives, etc. Est-ce qu'on doit donner la parole? Est-ce qu'on doit trouver des formats comme le fact-checking? Qu'est-ce qui se fait? Oui, moi j'ai un premier élément, c'est qu'en fait on avait pendant le Covid l'impression qu'il y avait un mouvement anti-vaccin hyper puissant. C'était des gens qui étaient partout sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand on regarde les sondages d'opinion, c'est une vraie petite minorité des Français. C'était, je crois, moins de 5% des gens qui étaient contre les vaccins. Et donc, en fait, on est face au phénomène réseaux sociaux.
on a une caisse d'amplification, on a des gens qui sont obsédés par un sujet et qui prennent la parole, qui la monopolisent, qui arrivent à submerger, à faire croire qu'ils sont une opinion dominante, ou même... Et donc là, pour moi, c'était une vraie question. J'ai pas de réponse, j'ai pas de... Et je pense que quelque part, c'est un vrai problème plus général pour nos démocraties, mais voilà, on a en fait l'amplification d'un phénomène. Heureusement, les Français gardent la confiance envers les scientifiques, envers quelque part la raison, et c'est quelque part très 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 rassurant. Mais j'ai pas de solution. J'ai pas... Oui, Michel. Juste pour rebondir sur ce point, effectivement, je pense que cette période Covid a eu plusieurs effets pédagogiques, à mon sens. Des effets pédagogiques, effectivement, peut-être pour les journalistes et pour la façon de traiter l'information scientifique, mais aussi pour les scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une période un petit peu de remise en question, en fait, du fonctionnement interne. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de collègues sur ce sujet-là, et ils ont bien sûr eu un regard très critique sur tel ou tel, mais ça a dépassé le constat simplement de dérives individuelles. Ça a été une réflexion plus structurelle sur est-ce qu'on est capable en fait, d'avoir une forme de contrôle, une forme de régulation sur à la fois la production scientifique, sur la qualité de la production scientifique. On voit bien qu'il y a eu quand même une démultiplication des productions très rapidement. Donc ça a été quelque part une démonstration de force en termes de production scientifique, mais aussi une sorte d'incapacité collective à évaluer correctement tout ce flux de papier. Et c'est vrai que les difficultés que vous pouvez rencontrer pour traiter l'information scientifique, nous on les a en amont sur la capacité à évaluer la qualité de ce qui est publié, parfois même ce qui n'est pas publié, simplement ce qui est balancé dans les dépôts de préprint et qui se retrouve à circuler publiquement. Donc on voit bien que ça a été quand même un grand moment de doute sur le fonctionnement interne de la communauté scientifique, et quelque part ce doute sur le fonctionnement de la communauté scientifique, on arrive à le percevoir aussi dans les enquêtes d'opinion par certains aspects. Et après le point qui me paraît effectivement important, c'est que nos collègues, que ce soit l'INSERM, que ce soit le CNRS ou CEA, effectivement ne comprennent pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils voient effectivement cette remise en cause, ils voient des voix discordantes, des voix critiques, parfois des formes de harcèlement en ligne, et ils en tirent très rapidement la conséquence qu'il y a une forme de défiance comme ça généralisée. Et donc ce qu'il faut essayer, c'est de leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc moi je dis souvent que nos collègues se plaignent de l'inculture scientifique du grand public, mais moi je trouve qu'il y a une forme d'inculture sociale des scientifiques, et il faut essayer d'y remédier de différentes manières. Donc on essaye de leur expliquer, voilà, donc là ce sont des minorités, donc minorités bruyantes, ce qui ne veut pas dire on ne peut pas dire simplement c'est minoritaire, donc on laisse ça de côté, parce qu'en fait ces mobilisations minoritaires peuvent avoir des effets majoritaires, et donc il faut faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des phénomènes d'amplification, des phénomènes de polarisation, et il suffit de regarder ce qui se passe actuellement aux États-Unis pour voir que cette polarisation peut être tout à fait structurante sur le débat public, et donc il faut être très attentif à ce qui se passe sur ces réseaux. Il y a un autre élément qui m'a marqué dans les études. Quand on regarde le degré de confiance qui est accordé à chaque média, en fait, la question de l'indépendance, elle est quand même très forte auprès du public. Et du coup, une première question pour toi, Lise. On est en plein dans l'actualité, puisque Sciences et Avenir et la Recherche sont deux titres qui viennent d'être rachetés par le groupe LVMH. Est-ce que un rachat, quand même, qui est très important, est-ce que c'est quelque chose, c'est une information qu'on donne à nos lecteurs ou pas ? Oui, alors pour expliquer un petit peu le contexte, donc Sciences et Avenir, ça faisait 50 ans à peu près que c'était possédé par la même personne qui était Claude Perdriel, donc qui était un millionnaire qui possédait aussi Challenge et qui avait cofondé le Nouvel Observateur. Et donc Claude Perdriel en janvier dernier, donc vraiment très 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 récemment, a revendu donc la totalité de Sciences et Avenir à l'actionnaire qui était minoritaire depuis peu, donc Bernard Arnault, qui est donc devenu l'actionnaire majoritaire maintenant, qui possède donc 100% de Sciences et Avenir. Donc quand on sait tout ce qui se passe aux écoles parisiens, puisque voilà, il y a des informations qui circulent publiquement sur le fait qu'il y a donc les rédactions qui se plaignent d'intervention de l'actionnaire, etc. Quand il y a un média qui est racheté, on ne sait, enfin le nouvel actionnaire peut faire un peu
ce qu'il veut plus ou moins avec le nouveau média, c'est-à-dire qu'il peut décider, voilà, je vous ai expliqué qu'à Sciences et Avenir, on avait plusieurs publications, on a un mensuel, on a un hors-série, etc. Le nouvel actionnaire peut décider de remodeler tout, de supprimer une publication, d'en rajouter une, enfin voilà, d'embaucher des personnes, au contraire d'en licencier, etc. Donc oui, une des premières choses qu'on a faites, c'est donc les rédacteurs en chef de Sciences et Avenir ont publié un éditorial sur le site internet et dans le mensuel pour justement parler de cette confiance envers le public, de dire que la science était différente des croyances et que voilà, notre but à nous, c'était de continuer à faire le même travail avec le même sérieux et peu importe l'actionnaire. Il y a aussi un autre garde-fou dans les rédactions, c'est les chartes. Alors, je crois que le Figaro en a une, enfin, les grands médias en ont. À Sciences et Avenir, on n'avait pas encore, nous, de charte éditoriale, parce qu'on avait le même actionnaire depuis 50 ans et on n'avait pas ressenti le besoin d'en faire une. Une charte, ça permet d'expliquer au grand public les différentes règles que suivent le journaliste, comment est-ce qu'on travaille, le fait de faire attention aux conflits d'intérêts, l'usage de l'intelligence artificielle aussi, on parle de ça dans les chartes, et le fait aussi de garantir une forme d'indépendance envers l'actionnaire. Ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir nommer un nouveau directeur de rédaction, que ce soit pas que l'actionnaire qui décide. Voilà, donc ça, c'est différents leviers que peuvent avoir une rédaction pour assurer une forme d'indépendance envers un nouvel actionnaire. Voilà, sachant que finalement, le plus grand risque, moi je trouve avec les années d'expérience que j'ai dans la presse, c'est un peu l'autocensure. C'est-à-dire que finalement, ce qui est assez puissant dans la presse, c'est que les rédacteurs en chef vont plutôt se dire on va peut-être pas aller vers tel ou tel terrain juste par autocensure, sans que l'actionnaire puisse dire quoi que ce soit. Et donc ça, il faut toujours un peu s'en méfier. Et je trouve que le premier danger finalement dans une rédaction, c'est de lutter contre cette autocensure. Oui, j'ai un petit exemple. Moi, j'ai justement l'actionnaire du Figaro depuis, je crois, 15 ans, c'est la famille Dassault. Et j'avoue que j'ai réfléchi, en fait, la semaine dernière, il y avait un sujet sur l'effet des traités de condensation sur le réchauffement climatique. Est-ce que je traite le sujet ou pas? Et donc, je vais traiter le sujet. Et t'as eu un petit message? Non, non, j'ai pas eu de message du tout. En fait, on a une vraie indépendance. Mais en fait, on peut pas s'empêcher d'être conscient de ce sujet-là. En fait, Dassault, ils vendent pas des avions de ligne, donc c'est pas. Mais tout ce qui est lié à l'aviation et climat, je sais que c'est un sujet touchy. Donc, quand j'ai écrit mon article, j'ai fait un peu plus attention peut-être à d'habitude. Mais donc, c'était pas d'autocensure, mais en tout cas, c'est une conscience de l'actionnaire, même quand il n'intervient pas et que voilà. Et ça m'a pas empêché de faire des articles sur le poids de l'aviation militaire sur le réchauffement climatique, quelque chose qui n'était pas du tout mesuré dans aucune étude en fait. Parce que quand on fait la guerre, on consomme beaucoup de kérosène. J'imagine c'est ce qui se passe en Iran et c'est pas du tout comptabilisé. Voilà, c'est juste le petit exemple de la semaine pour vous dire. Elle est finalement les millionnaires et milliardaires qui possèdent la presse possèdent beaucoup de journaux et je crois qu'ils les lisent pas vraiment en fait. Donc ils s'exercent pas beaucoup de censure. Moi, de ce que j'ai comme expérience, c'est qu'il y a un peu ce fantasme de la ligne éditoriale, comme quoi l'actionnaire serait toujours derrière et tout ça, mais il faudrait d'abord qu'ils lisent vraiment les journaux qu'ils possèdent. En 28 ans de service sciences et médecine, j'ai pas eu un seul exemple de censure ou de sujet qu'on m'a interdit de faire. Donc, bon. Ça dépend du milliardaire. En tout cas, donc on l'a dit, hein, l'indépendance c'est quand même hyper important aux yeux du public sur l'information scientifique. Quand vous voyez des médias comme Epsilon, pour rappel, Epsilon c'est un magazine qui a été créé par les anciens de Science et Vie, qui sont justement partis quand Science et Vie a été racheté. Donc aujourd'hui, Epsilon, c'est un média totalement sans publicité, qui se veut très indépendant. Quand vous voyez justement ces équipes qui lancent un nouveau média, est-ce que ça vous inspire cette indépendance ? C'est les amis, hein. Ça c'est les concurrents, mais c'est les amis, hein, Epsilon. Non, mais je dis ça parce que dans le journalisme scientifique, notamment, c'est quand même un tout petit milieu. On se connaît quand même assez bien, notamment via l'association des journalistes scientifiques. Donc, il y a une espèce de concurrence assez saine, hein, finalement, entre nous. La difficulté, c'est la trésorerie. Enfin, il y avait une table ronde juste avant avec des médias indépendants. C'est un peu le sujet principal pour moi, pour ces médias-là, c'est de pouvoir vivre et survivre en ces temps de crise où la presse
à un modèle économique qui est compliqué, notamment sur le numérique. On a abordé la question du payant, alors que la presse numérique a longtemps été gratuite. Donc voilà, il faut suffisamment... C'est des super modèles, moi je suis totalement pour, hein. Mais voilà, il faut pouvoir avoir suffisamment d'abonnés, de personnes qui mettent de l'argent pour financer ces modèles. Donc pour moi, le premier frein, voilà, c'est un gros challenge de pouvoir monter que des médias comme ça, avec assez d'abonnés et assez de contributeurs. Mais oui, moi je suis dans un journal qui est possédé par des personnes très très riches, mais je suis totalement consciente que l'idéal, c'est d'avoir plutôt une presse qui est indépendante et qui peut être financée par ses abonnés. D'ailleurs, pour quelques éléments de contexte, c'est vrai que la presse scientifique, elle est je dirais pas en crise, mais elle est en plein mouvement en ce moment. Vous avez les annonces à Prisma la semaine dernière qui sont tombées avec moins 40% des effectifs. Il y a certainement des titres qui traitent de la santé qui vont certainement disparaître. Vous avez aussi 60 millions de consommateurs qui va très certainement disparaître dans les prochains mois. Donc voilà, nous à la JSPI, on est vraiment très mobilisés pour que la presse voilà, soit sauvegardée. Voilà. Donc c'est des dossiers qu'on va suivre et que vous pouvez suivre très facilement sur nos comptes LinkedIn, etc. pour vous tenir informés de la situation. J'aimerais qu'on aborde un dernier chapitre, c'est effectivement ces nouveaux formats qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux. Et on donne la parole à Lise, déjà, parce que vous êtes quand même très présent sur déjà Instagram, premièrement. Qu'est-ce qu'on y fait et quel est l'objectif finalement avec Instagram ? Oui, parce qu'en fait, donc nous, la difficulté qu'on avait à Sciences et Avenir, c'est qu'on avait très très bien investi Facebook. Nous, on a une page avec plus de 2 millions d'abonnés. Donc ça, on en est assez fiers, assez contents depuis vraiment très très longtemps. Et donc la difficulté, c'est d'intéresser donc un lectorat plus jeune, hein, parce que sinon, même sur Facebook, on a plutôt des personnes qui ont plus de 50 ans. Hein, c'est vrai que Facebook s'est transformé en plus ces 10 dernières années. Maintenant, ça a été investi par un lectorat plus âgé. Donc voilà, la question, c'est sur quel réseau social on va ? Est-ce qu'on a les moyens d'y aller ? Par exemple, nous, on aurait adoré aller sur TikTok, mais pour des questions de moyens humains et financiers, enfin surtout humains d'abord, on peut pas trop pour l'instant aller sur TikTok. Mais on a donc investi Instagram là depuis quelques années. On a un compte avec 160 000 abonnés, donc ça marche assez bien. Et donc l'idée, c'est au départ, on publiait plutôt des belles images de science. Et donc avec ces dernières années, on a développé des vidéos verticales, hein, donc les vidéos voilà, qui durent voilà, la charte d'Instagram. On est obligé de se plier aux algorithmes et aux règles des réseaux sociaux, hein, mais l'idée, c'est d'avoir des vidéos qui durent un peu moins de 2 minutes sur un sujet. Donc on fait de l'actualité scientifique, donc on va faire des vidéos pour expliquer une nouvelle étude. On va aussi, nous, on fait beaucoup d'expositions, des expositions scientifiques, donc on va montrer un lieu avec voilà, des images d'une nouvelle exposition dans laquelle le grand public peut se rendre. Et puis on fait aussi des vidéos où on explique un sujet. Donc par exemple, on fait un petit peu en santé et nutrition. On revient sur, je pense récemment, on a fait le slogan 5 fruits et légumes par jour. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'il faut vraiment suivre ces recommandations, etc. Donc on a donc un journaliste face caméra avec une incrustation d'images, etc. Pour donc du coup, on va un peu sur le terrain des influenceurs, hein, qui font donc des vidéos. Et donc le but, voilà, c'est de faire connaître Sciences et Avenir, avec ces formats, donc avec ces nouveaux formats, donc sur Instagram. On en met aussi un petit peu sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on a développé principalement sur Instagram. Et Cyril, au Figaro, du coup, pour l'instant, en fait, Oui, la rédaction science l'investit pas trop finalement. Non, on n'est pas trop présent, nous, sur les réseaux sociaux. On a une équipe dédiée au Figaro de 12 personnes, donc ils sont plus nombreux que nous. Ils font que ça, les réseaux sociaux, donc ils sont là pour mettre en valeur les contenus du Figaro. Donc l'exemple que je voulais donner, en fait, c'est que c'était au départ, pour nous, c'était une source d'audience et de très très importante, les réseaux sociaux. Et en fait, on a eu un conflit juridique avec Google, Facebook, Twitter à l'époque, sur les questions des droits voisins. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, mais c'était l'idée en fait que en fait, ces gens-là mettaient en avant nos contenus. Ça leur
produisaient de l'audience et ça leur rapportait de l'argent avec la publicité. Et cet argent, quand les gens cliquaient pas sur les liens qui amenaient vers les articles chez nous, que ce soit Science et Avenir ou Figaro, en fait, on ne touchait rien. Donc en fait, on travaillait gratos pour enrichir les plateformes. Et donc il y a eu un procès, le procès qu'on a gagné. On était très très contents et c'était pour l'ensemble des médias français qui s'étaient mis ensemble. C'était plusieurs millions d'euros par an de revenus en plus, donc pour compenser les pertes pendant des années, c'était important. Mais qu'est-ce qu'on a vu en retour? On a vu que les algorithmes sur les réseaux sociaux ont changé très très vite et ont arrêté de mettre en avant les contenus médias. Donc en fait, les liens vers les articles du Figaro, vers Science et Avenir, sur Facebook, sur Twitter, vous ne les voyez plus. En fait, ils sont là, mais l'algorithme ne les met plus devant les yeux. Donc on a vu notre trafic chuter, mais ça a été brutal. Enfin, donc en fait, d'un côté, on a gagné quelques millions, on était hyper contents. Très très chouette, ça s'est fait bien, on a piqué un peu d'argent à Google. Ils en ont trop. Hein. Et après, mais la punition a été vraiment rapide. Donc en fait, on est aussi sur des modèles, il faut se rendre compte qu'en fait, que investir énormément sur ces trucs-là, sur ces plateformes, c'est très très casse-gueule parce que leurs algorithmes, ils peuvent changer du jour au lendemain. Ces algorithmes, ils sont secrets. Ils sont, voilà, ils sont là pour enrichir les plateformes. Ils ne sont pas là pour mettre en avant les gens qui travaillent et qui font leur métier du mieux possible. Donc en fait, je reviens un peu au changement de modèle que j'espère, qui est celui de l'abonnement. Voilà, un lecteur qui vient pas par hasard chez nous, mais qui vient et qui paye tous les mois. Et ben voilà, il est moins vulnérable à un changement d'algorithme. Il est moins on va pas risquer de le perdre parce que Google change les règles du jour au lendemain. C'est vrai, Michel, que ces 10 dernières années, il y a eu une explosion du nombre de vulgarisateurs sur YouTube, Instagram, etc. Est-ce que justement la confiance qu'on accorde à des personnes qui sont pas journalistes, mais qui peuvent aussi faire de la très bonne vulgarisation, est-ce qu'on a des données là-dessus, sur le lien de confiance ? Je pense que le baromètre de l'esprit critique est assez pointu, assez fin par rapport à ça. J'ai pas en tête les chiffres pour dissocier ce qui releverait un petit peu de la confiance accordée à l'influenceur par rapport aux journalistes ou par rapport aux journalistes scientifiques, mais c'est un point effectivement qu'il faut regarder dans le détail. J'ai pas les chiffres en tête. Ce qui me paraît intéressant dans ce qui a été dit ici, effectivement, c'est ce poids des réseaux sociaux. Moi, je dois dire que c'est un petit peu contre-intuitif parce que je pensais que cet usage des réseaux sociaux pour l'actualité en général était plutôt ciblé sur les jeunes, et en fait non, c'est vraiment complètement indifférencié pour quelles que soient les classes d'âge. Au final, c'est devenu un usage tout à fait ordinaire, très 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 diffusé, très diffus. Et c'est vrai que pour nous, enfin pour qui réfléchissons sur ces questions de diffusion de l'information scientifique, c'est devenu sans doute un élément de réflexion sur comment on remplit. Enfin, il faut considérer ça comme des tuyaux, c'est-à-dire comment on arrive finalement à gagner cet enjeu de bataille de l'information scientifique à cette échelle-là et à ce niveau-là. Et donc on sait très bien que voilà, on n'est pas sur un terrain neutre, on est sur un terrain qui a sa logique, une logique de marché, en fait, une logique de production de profit pour des opérateurs, des grands opérateurs, qui ont tout intérêt, en fait, effectivement, à orienter l'information dans un sens plutôt que dans un autre. Donc c'est vrai qu'on est sur un terrain hostile quelque part, et il faut trouver un moyen d'investir ce terrain-là. On ne peut pas le laisser en fait vide, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on a ce problème que si on laisse ce terrain vide, il est occupé par la désinformation. Et donc c'est vrai que ça, c'est une discussion qu'on a avec les institutions académiques, les organismes de recherche. On les incite à investir ces terrains-là, et il faut trouver une façon efficace de saturer ces tuyaux avec de l'information qui soit correcte, pour essayer justement de contrecarrer l'information qui relèverait de la désinformation. Mais c'est clairement très complexe. Je voulais aussi qu'on mette en avant l'une des initiatives format que vous avez lancé à Science et Avenir, c'est se lancer sur Twitch. Vous avez été précurseur en 2021. Et là, niveau interactivité avec votre public, ça a quand même changé pas mal de choses. Oui, alors pour expliquer, donc Twitch, peut-être il y en a qui connaîtraient pas ici. Donc c'est un réseau social sur lequel on met en fait des vidéos, c'est en direct, et en fait l'avantage c'est que on peut faire donc des émissions Twitch et l'internaute le Twitcher va pouvoir poser des questions en direct. Donc nous, on utilise Twitch pour plusieurs formats, mais notamment pour faire des sujets qu'on ne va pas publier spécialement dans le mensuel, parce que
le même objectif qu'Instagram, hein. Twitch, c'est pour rajeunir la cible, parce que Twitch, ça va être plus des vingtenaires et des trentenaires qui vont être dessus. Et on va donc proposer des sujets que voilà, nos abonnés papier ça va pas les intéresser forcément en premier lieu. Donc, je pense par exemple, moi j'avais fait une émission Twitch sur jeux vidéo et santé mentale, par exemple, comme thématique. Donc, j'avais invité un psychiatre pour parler du sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi je prépare des questions et des illustrations pour qu'on discute donc pendant l'émission Twitch, qui dure à peu près. C'est plutôt des formats assez longs, même si c'est pour les jeunes, vingtenaires, trentenaires, mais c'est plutôt bien une heure. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les internautes posent des questions directement aux chercheurs. Et donc, ça permet un peu de désacraliser un peu la parole du chercheur, de le rendre un peu accessible directement au grand public. Ça nous permet aussi d'inviter un peu des profils différents. On sort un peu de l'image du chercheur avec la blouse blanche qu'imagine le grand public. On est sur des profils un peu différents. On essaye d'inviter aussi des chercheurs et des chercheuses qui sont assez jeunes, qui sont... je pense à une personne que j'ai invitée l'autre jour, qui est Camille Berthelot, qui est quand même assez jeune, qui est directrice de recherche de l'INSERM, et qui est, à mon avis, dans l'image du grand public, pas celle qu'ils ont des directeurs de recherche INSERM. Donc voilà, il y a une manière aussi de casser un peu cette barrière, de faire un petit peu le prolongement de ce qui a été fait avec la crise Covid, c'est-à-dire de sortir un peu du modèle vertical, finalement, du journalisme, c'est-à-dire du côté... le journaliste, c'est vraiment le médiateur entre le scientifique qui serait tout en haut et le public qui serait tout en bas. Voilà, de mettre un peu plus d'horizontalité pour que le grand public puisse avoir directement accès à ces scientifiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on discute donc de leur recherche scientifique, mais on discute aussi de leur parcours, de leurs expériences. Et du coup, on a des personnes qui nous posent des questions directement sur leur parcours scientifique. Donc ça, c'est aussi un des objectifs qu'on a en tant que média scientifique, c'est un petit peu de susciter des vocations scientifiques, si on le peut. Et ça rejoint ce qu'on disait avant, justement, sur la confiance accordée aux chercheurs. Donc ça permet aussi une mise en avant, finalement, de ce profil. Voilà, exactement. Et l'autre format qu'on fait aussi, c'est donc de raconter un peu les coulisses de la rédaction, les coulisses d'un dossier. Dans une émission Twitch, on parle donc on essaye de le faire chaque mois, de parler donc du dossier du mensuel, d'avoir le journaliste qui a réalisé le dossier, qui explique un peu les coulisses de son dossier. Et ça, c'est un peu aussi en prolongement de la crise Covid. Pendant la crise Covid, on devait beaucoup expliquer la démarche scientifique. En fait, on s'est rendu compte que les personnes étaient intéressées, donc évidemment par le Covid et l'actualité scientifique, mais aussi par, en fait, finalement, comment on fait des études scientifiques, quelle est la démarche que suivent les chercheurs. Et donc ça, on essaye de faire des émissions aussi qui parlent plus de ça, et donc des coulisses de la recherche scientifique, des coulisses du journalisme scientifique, comment ça fonctionne une rédaction, pourquoi c'est important de fonctionner avec une rédaction, avec des journalistes et pas des créateurs de contenu. Enfin voilà, ce genre de choses qu'on peut donc expliquer sur du temps long lors d'une émission. Michel, une réaction ? Oui, je trouve que ce que dit Lise est effectivement important. J'ai parlé des choses qui étaient plutôt positives dans nos enquêtes. Il y a des choses qui sont moins positives, pour ne pas dire négatives. On perçoit notamment sur le temps long un petit peu une baisse de la culture scientifique d'une façon globale, de la familiarité avec des enjeux de culture scientifique. Et c'est pas sans rapport avec la façon dont l'information scientifique est traitée dans les médias. Moi, je suis toujours frappé quand j'entends les journalistes, pas tous les journalistes, mais un certain nombre de journalistes, vouloir absolument mettre des étoiles dans les yeux aux lecteurs, ce truc d'émerveiller. Alors il y a des sujets qui s'y prêtent plus ou moins, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que il faut parler certes des résultats de recherche, mais c'est au moins aussi important de faire comprendre la méthode, la démarche. Et il y a une demande en fait pour simplement faire comprendre ce qu'est la démarche de recherche. Et je suis d'accord sur l'idée que la période Covid
été sans doute un moment de pédagogie de ce point de vue-là. Donc il faut certes mettre en avant les résultats, mais c'est au moins aussi important de bien faire comprendre la façon dont on aboutit à ces résultats. Et les chercheurs, de ce point de vue-là, doivent aussi apprendre à parler et à faire part de leurs incertitudes. On a bien vu que certains y arrivent plus ou moins bien, certains veulent plus ou moins bien parler de leurs incertitudes, et d'autres, au contraire, font comme s'il n'y avait aucune incertitude sur quoi que ce soit. Et donc ça, c'est à vous, effectivement, de faire le tri et de ne pas peut-être tendre le micro vers ceux qui, précisément, ont tendance à avoir des échos un petit peu surdimensionnés. Cyril, quand on est justement au Figaro, est-ce qu'on se sent pas un peu éloigné finalement de son public, voilà, depuis Paris, et qu'on n'a pas justement développé ces formats d'interaction avec le public? Est-ce que c'est pas un ressenti? Alors on a quelques interactions. Quand Lise racontait son Twitch avec les questions des internautes, on fait depuis plusieurs années des lives en vidéo au moment des lancements spatiaux ou des sorties dans l'espace en scaphandre de Thomas Pesquet, des choses comme ça. Et hier soir, pendant 3 heures, il y avait un journaliste de mon service qui était en vidéo sur la home du Figaro.fr et qui expliquait ce que voyaient les astronautes d'Artemis qui se rapprochaient de la Lune. Et donc il y a eu je crois qu'on n'a pas compté exactement, mais il y a eu plus de 2000 questions. Parce qu'on avait un QR code, on pouvait poser des questions. Ah oui. En 3 heures, c'est pas mal. Mais donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et en fait, à part ces moments qui sont un peu rares et un peu exceptionnels pour nous, on n'a pas. Moi, j'ai pas de retour avec les lecteurs. Quand j'en ai, c'est en général pour une mauvaise raison, c'est qu'ils sont pas contents avec ce que j'ai écrit. Donc c'est les courriers du lecteur. Là, le courrier du lecteur, c'est un peu cruel. J'ai quelques exemples quand même de très rares. Quand j'écris des éditos sur le climat, sur le réchauffement climatique, j'ai très souvent en général, c'est les hommes. C'est des bons ou des mauvais, mes retours? C'est des retours critiques, c'est plutôt climato-sceptiques. Les hommes, ingénieurs à la retraite en général, et qui m'expliquent mais comment vous pouvez tomber dans le panneau, comment vous pensez que l'activité humaine est capable de réchauffer le climat? Vous êtes vraiment bien naïf, monsieur Van der Berg. Et donc j'ai des courriers, j'ai des emails. J'ai les mêmes. Hein. Ouais. Donc voilà, heureusement ils sont pas très nombreux, mais ils sont là. Et j'ai un petit courrier type maintenant pour leur répondre gentiment mais fermement que moi je suis désolé, j'ai pas d'opinion, je me base sur la science. Et la science, pour le coup, elle est très solide sur le réchauffement climatique. Et elle dit qu'il n'y a plus aucun doute sur l'activité humaine. Donc mon meilleur soutien là, c'est les scientifiques sur ce sujet-là. Hein. C'est sur les sujets qui sont encore malheureusement polémiques. Ça aide d'avoir un consensus scientifique. C'était difficile pendant le Covid. Justement, il y avait des personnalités qui étaient toxiques et qui ont pourri le débat et qui l'ont compliqué plus que c'était nécessaire, alors que c'était déjà compliqué. Sur le réchauffement climatique, on a de la chance et qu'on a une science incroyablement solide. Il n'y a plus de doute. Voilà. Cette force des scientifiques dans leurs constats, elle m'aide aussi dans mes relations avec mes directeurs. Parfois, mes directeurs me disent « Mais Cyril, mais t'es vraiment sûr quand même de ce que t'écris là sur le climat Regarde, il a fait froid hier. Oui, aujourd'hui, il fait très chaud, c'est vrai. Et donc voilà, mais je leur dis « Mais c'est pas mon opinion qui compte, c'est la production de scientifiques dans le monde entier qui nous disent, sans aucun doute possible. » Et c'était pas vrai il y a 20 ans. Hein. Quand j'ai commencé mon métier, il y avait encore 5% de possibilités que le réchauffement climatique qu'on commençait à enregistrer était peut-être dû à quelque chose qui n'était pas anticipé. Aujourd'hui, on est à 0% de doute. Quoi. Donc, ça me donne une force incroyable. Michel. Oui, très, très important de bien restituer l'équilibre des consensus ou des dissensus. Et tu as raison de dire effectivement qu'il y a un consensus qui est effectivement bien établi sur cet enjeu de changement climatique, mais ça n'empêche pas que tu trouveras toujours 1, 2, 10 ou une petite dizaine de chercheurs qui vont porter une voix dissidente. Et c'est important de bien restituer les équilibres ou les déséquilibres. C'est-à-dire que ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, c'est cette théorie de l'informed dissent, c'est-à-dire en gros du dissensus informé, qui est porté par l'administration Trump pour dire écoutez, pour être honnête, pour être intègre, il faut donner finalement autant de poids à ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ce qui revient à donner autant de poids aux 2 ou 3 ou 4 scientifiques qui sont en situation de dissensus par rapport à 99,99% de la communauté scientifique. Donc là, il faut être, et là c'est un petit peu votre responsabilité, journaliste scientifique,
de prendre le temps de voir effectivement d'où vient cette parole dissidente, qu'est-ce qu'elle représente dans la communauté scientifique, et de lui accorder le poids qu'elle mérite au regard de ce poids qui est minime. Et donc il faut éviter de mettre la balance au milieu en pensant que tout pèse de la même manière. Lise, une dernière réaction peut-être ? Oui, non, mais voilà, moi j'ai les mêmes réactions de certains climato-sceptiques. C'est vrai qu'il y a effectivement cette idée de consensus scientifique que nous on connaît bien, et voilà, il va y a toujours y avoir quelques lecteurs qui, parmi les plus âgés, donc qui ont connu qui se souviennent bien de la période Claude Allègre et tout ça, donc eux, voilà, se restent focalisés sur non, mais vous devriez interroger. Alors ils nous sortent des noms d'experts climato-sceptiques, je mets des gros guillemets, pour les faire intervenir dans le journal, et nous on est obligé de leur expliquer non, il y a un consensus scientifique. C'est comme on parlait des vaccins tout à l'heure, on est obligé de dire non, les vaccins ont des bienfaits sur la santé, on ne peut pas revenir sur ces consensus scientifiques là. Et c'est vrai que l'ère en ce moment avec Donald Trump, l'ère MAGA et tout ça est problématique pour ces questions-là, parce qu'on voit un certain nombre on a l'impression qu'on a des acquis qui reviennent en arrière sur certains sujets. Il y a des sujets sociétaux, mais des sujets aussi scientifiques. Et voilà, sur le réchauffement climatique, sur la pollution, sur les vaccins, où du coup moi, j'ai un peu peur que ça rouvre la porte à un peu plus de commentaires comme on peut avoir, qui sont donc marginaux, mais que peut-être, voilà, dans les prochains mois, les prochaines années, à force d'entendre des commentaires voilà, trumpistes en ce sens-là, peut-être que ça touche un peu la France et qu'on doit réexpliquer des choses que nous, on a l'impression qu'il commence à y avoir de l'acquis là-dessus. Mais voilà, j'ai un peu peur de ça. En tout cas, je retiens quand même de nos échanges qu'il faut davantage parler de la méthode scientifique à notre public. C'est quelque chose qui semble important. Et aussi de la démarche journalistique côté coulisses de nos rédactions. Ça me semble assez... Oui, et de bien rappeler que la science n'est pas une opinion. Voilà, contrairement à ce qu'on a l'impression des fois envers certaines politiques. Voilà, ça c'est très très important de le rappeler régulièrement. Il y a une chose aussi qu'on apprend en école de journalisme, c'est qu'il faut donner, c'est ce que disait Lise, donner la parole aux opinions contraires. Et en science, c'est pas vrai. En fait, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le réchauffement climatique qu'on lui donne la parole. Et en général, d'ailleurs, les gens qui sont climato-sceptiques, ceux qui se présentent comme experts, qui peuvent être des scientifiques, mais qui sont en général, et enfin, pas en général, c'est toujours des scientifiques qui parlent en dehors de leur domaine de compétences. Donc des mathématiciens, des ingénieurs, des géologues, on en connaît. Claude Allègre, ouais, il était un géologue, géochimiste brillant, hein, mais quand il parlait du climat, il était catastrophique. Et en fait, pour moi, la difficulté, je pense la complexité, c'est que c'est très difficile pour le grand public de comprendre quand un chercheur parle en dehors de son domaine de compétences. Et plus la science progresse, la science moderne, elle fait que les chercheurs, ils sont de plus en plus spécialisés, leurs domaines de compétences, ils sont de plus en plus pointus. Un cancérologue qui travaille dans le domaine de l'immunologie, il va travailler sur des récepteurs très précis, sur les protéines qui sont à la tête sur les cellules cancéreuses. Et cette compétence, elle peut être pointue, elle peut être. Mais en revanche, si on le fait parler de la protéine voisine qui est lui il travaille sur le cancer du sein et on lui fait parler du cancer du pancréas, ben, ça se trouve sa compétence sera plus efficace, donc c'est très compliqué de discerner quand un scientifique parle en dehors de son champ de compétences. Et ça, je crois qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la différence entre un journaliste scientifique et un journaliste généraliste. Le journaliste scientifique, il va vraiment faire cette différence et interviewer la bonne personne pour le bon sujet. Et du coup, on va dire ne pas se faire avoir par un discours qui serait pas dans une forme de consensus. Même si on peut être journaliste généraliste et finalement apprendre à traiter les questions. D'ailleurs, la JSPI forme des centaines de journalistes à Radio France chaque année, voilà, qui sont journalistes généralistes, du coup, dans les différentes antennes, France Info, France Inter, France Culture, etc. Voilà, et c'est d'ailleurs mon challenge de former davantage de journalistes dans d'autres rédactions. Je vais prendre vos questions si vous en avez. Oui, je vais me déplacer. Bonjour, merci pour cet échange. Moi, je suis Morgane Guillet, je travaille pour le média Brief Science, qui est donc un média indépendant en ligne de vulgarisation scientifique. Je voulais revenir sur certains leviers que vous aviez abordés et en aborder un ou deux autres qui n'ont peut-être pas été très approfondis.
Du coup, le premier, c'était la question des sources. Je voulais juste dire que nous, on met systématiquement les sources dans nos articles et que je trouve que ça n'a pas d'intérêt de ne pas le faire, en fait, parce que dans le pire des cas, les lecteurs passent juste, de toute façon, personne ne va aller cliquer sur un lien. Une étude parue dans Science en 2025 montre que. Mais s'il y a un lecteur un peu curieux qui a envie d'approfondir, il a la possibilité de le faire. Donc, je trouve important de les mettre. Les experts qu'on interviewe, effectivement, c'est important d'interviewer la bonne personne qui peut dire je ne sais pas si elle n'est pas compétente dans le domaine sur lequel on l'interroge. Et nous, on fait relire tous nos articles par des chercheurs et des chercheuses, et c'est aussi un gain de confiance pour le grand public, parce que ça évite toute imprécision scientifique éventuelle. Et enfin, ce que je voulais aborder, c'était la question du lien avec les lecteurs, et de parler un petit peu de la démarche journalistique qu'il y a derrière la production d'un article. On peut organiser par exemple des webinaires pour créer du lien avec les lecteurs. Nous, on a une édition qu'on fait paraître trimestriellement où on parle de qu'est-ce qui s'est passé à la rédac, sur quel point on a pu buter, quels ont été nos centres d'intérêt, comment on a produit nos articles. Voilà, je voulais savoir aussi si c'est quelque chose que vous faites sous peut-être des formats différents. Alors, ça me fait penser à quelque chose, ce que vous dites là, les webinaires, ça me fait penser à ce qu'on appelle des clubs de lecteurs qu'ont Le Monde, Mediapart, Guardian, etc. Et donc ça, c'est c'est une des choses, moi, qui me plairait de développer à Sciences et Avenir, parce que c'est la bonne façon, en plus, de se détacher des GAFAM et d'avoir donc les abonnés qui s'abonnent donc à un club où on peut organiser, donc ils peuvent avoir accès à l'édition papier, aux articles en ligne, mais aussi donc à des webinaires, à des masterclass, à des formats où on pourrait du coup plus directement échanger avec eux, avoir des retours, etc. Donc on développe pas de webinaire à Sciences et Avenir, mais ça fait partie des pistes à explorer. Et par ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est vrai que nous on a aussi des journalistes dans notre réseau qui vont dans des médiathèques, qui font des résidences, qui vont même dans des prisons, voilà, pour raconter leur démarche journalistique sur des sujets de science. Et c'est sympa aussi, mais c'est sûr que ça demande du temps, de l'investissement. Voilà. Oui. Bonjour, merci pour vos témoignages, propos. Donc Célia Gauthier, je travaille à Expertise Climat, une association qui fait un pont entre les scientifiques de l'environnement et les journalistes. On forme les scientifiques à parler aux médias et on accompagne les journalistes pour améliorer leur traitement de ces enjeux compliqués. Vous avez parlé de comment intégrer la science dans le traitement et d'intégrité scientifique aussi. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, science et médias ne seraient pas confrontés aux mêmes défis, puisque ce sont deux piliers quelque part de la démocratie qui permettent de réunir la société autour d'un socle commun. Les deux sont fortement menacés. Donc est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à construire, à anticiper, une réaction quelque part commune pour protéger les faits qui, sans la science ni les médias, n'existeraient pas? Cyril ? Oui, on a une initiative. Enfin, pour moi, c'est un point clé en fait, ces relations médias et scientifiques. Et quand on parle de confiance, pour moi, le premier niveau de confiance que j'essaie de gagner avant de penser à mon lecteur, c'est le niveau de confiance que j'ai avec mon interlocuteur scientifique. Si je crée de la confiance avec un expert, en lui disant « vous pouvez me parler », au cas où, c'est pour vous rassurer, je ferai relire l'article avant publication, comme ça vous pourrez me dire si j'ai écrit des bêtises. On instaure des relations qui sont pas prédatrices, qui sont pas malhonnêtes. Et donc, en fait, cette confiance, quand elle est construite et elle est vraiment précieuse, elle permet des relations dans la durée. Un expert que j'ai déjà interrogé une fois sur un sujet qui était pertinent, qui a été capable d'expliquer clairement des choses complexes, de les mettre dans un contexte, c'est précieux, je sais que je pourrais le rappeler. Et donc, cette confiance, nous, à la GSPI, on a un outil qui est assez unique, c'est les échanges chercheurs-journalistes. Oui, tout à fait.
C'est un sorte de Vie ma vie en fait où on envoie des journalistes dans les labos de recherche et des chercheurs dans des rédactions. Voilà, et ça fait 20 ans que ça existe. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup ses fruits. Voilà. Et en fait, on est quand même deux mondes avec des intérêts très 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 éloignés. On a des rythmes de travail qui sont quand même qui n'ont rien à voir. Un chercheur, c'est la publication scientifique, c'est un travail de plusieurs mois. Moi, l'article que j'ai écrit hier, je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc, et ça, c'est quelque chose dans cette temporalité, elle est compliquée à gérer dans nos relations avec les chercheurs. Donc, quand on amène un chercheur dans une rédaction et qu'on lui montre, à 11h15, là, il y a l'annonce du prix Nobel de physique, on ne sait pas qui c'est, mais à 15h, 16h, il faut que l'article soit en ligne sur le site du Figaro.fr. Il dit, oui, là, on peut avoir toutes les pudeurs qu'on veut sur non, on peut pas dire ça, si, il faut dire ça parce qu'il faut que l'article soit en ligne, il faut qu'on explique les choses. Donc en fait, cette mise en... Et c'est pareil quand nous, on va dans un labo et qu'on est confronté en fait à la réalité du travail du chercheur, comprendre que c'est un travail qui se fait dans la durée, qui est dans... essayer de réduire des incertitudes, créer du savoir à partir de doutes. Enfin, c'est quelque chose qui est pour nous complètement étranger, on n'est pas dans ce rythme-là. Ouais. Donc c'est vraiment précieux. Et moi, j'ai participé, je suis allé dans un labo avec un physicien qui était spécialiste de la structure interne du proton. J'ai toujours pas compris ce qu'il faisait, et on a eu une discussion interminable sur est-ce qu'il fallait dire atome ou élément. Je dis, mais non, moi je vais parler à mes lecteurs, je vais parler d'un atome. Il dit, non, mais l'atome, ça n'a rien à voir avec un élément. L'élément, c'est le strontium. Et donc, c'était incapacité totale de compréhension. Bon. On a bu une bière après, c'était sympa, mais il avait un blocage sur ces là-dessus. Donc le langage aussi des chercheurs et le langage des journalistes ne peut pas être le même. On n'est pas forcément d'accord, mais il faut qu'on comprenne pourquoi on n'est pas d'accord. Donc voilà, ces échanges entre chercheurs et journalistes, ils sont précieux et moi, j'adore recevoir des chercheurs dans la rédaction. Oui, il y a quelque chose que je voulais ajouter, c'est que donc moi, je forme régulièrement des jeunes journalistes et des stagiaires à la rédaction. Et ce que je leur dis beaucoup, c'est, en fait, nous, on est là, en tant que journaliste scientifique, en tant que journaliste, pour montrer la complexité des choses. En fait, notamment, je pense à des thématiques comme les pesticides, où donc on va avoir différents acteurs avec différents intérêts. Il va y avoir les agriculteurs, les politiciens, les citoyens, etc. Et donc, à l'inverse de ce qu'on peut voir, j'ai rien contre les chaînes d'information en continu, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de simplification de débat sur ces espaces-là, et nous, on est plutôt là justement pour montrer à quel point c'est compliqué, à quel point il y a des questions pour lesquelles on ne sait pas. Et c'est pas grave, on est là pour dire, voilà, tel sujet, en fait, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, les effets des pesticides à long terme sur le cancer. Pourquoi il y a plus de cas de cancer chez les jeunes actuellement? Il y a des pistes, mais fondamentalement, on ne sait pas. Et donc, c'est un peu frustrant, mais c'est la complexité du monde, et on est là donc pour montrer ça. Voilà. Merci. Michel, une réaction? Oui, je pense que effectivement, ce que vous mentionnez est important. On a, en tant que scientifique et journaliste, une responsabilité commune, effectivement, pour s'accorder sur un certain nombre de faits. Et je pense que la communauté scientifique attend d'une partie des journalistes, effectivement, une forme de collaboration. Et je pense que c'est effectivement extrêmement important de faire reconnaître le travail de journaliste scientifique comme étant quelque chose de distinct à l'intérieur effectivement, de la profession des journalistes, puisqu'on sait qu'il y a une forme de discrédit qui touche la population des journalistes. Et donc, il faut faire émerger le groupe des journalistes scientifiques comme une communauté sans doute distincte et qui entretient un rapport privilégié avec la communauté scientifique. Là, il faut que la confiance puisse circuler entre les deux. Après, ce que tu dis, Cyril, sur effectivement la temporalité, moi ça fait partie de mes expériences au début. Effectivement, quand j'ai été sollicité par les journalistes, on me demandait de réagir sur un rapport que j'avais pas lu, on me demandait de réagir 10 minutes après. Donc je dis non, en fait on travaille pas comme ça. Effectivement, il y a effectivement une question de temporalité, et effectivement on peut prendre parfois 6 mois, on peut prendre 1 an, 2 ans pour rédiger un article, parce qu'il y a un temps de révision, il y a un temps d'évaluation, et c'est effectivement une temporalité qui est complètement différente. Maintenant, il existe, en ce moment, on regarde beaucoup ça en ce moment, on a des collègues qui sont capables effectivement d'avoir des productions de productivité aberrantes, c'est-à-dire on a des collègues qui publient des papiers tous les 3 jours, et c'est devenu quelque chose qui est lié directement à des formes d'inconduite, de comportements problématiques, qui est notamment l'arrivée de l'IA génératif fait qu'on voit venir des flux de papier en ce moment, et voilà, ça pose un nouveau problème aujourd'hui, c'est comment on va être amené à identifier ces papiers
reporter. Alors les gros éditeurs, les grands groupes, on discute avec eux en ce moment, mettent en œuvre des nouveaux outils pour faire ce travail de détection. Mais là, on voit que cette surproductivité, on n'est pas très loin de rattraper votre temporalité. Hein. Allez, une autre question au fond. Juste après Valérie. Bonsoir, merci. Olivier Masbou, je suis gérant d'une agence de presse qui est une coopérative de journalistes spécialisés dans les questions agricoles et alimentaires. J'allais déplorer qu'on n'ait pas abordé ce sujet, mais Lise, merci, vous venez de le faire. Il y a eu un événement important, voire considérable l'été dernier, qui est la pétition contre la loi sur les contraintes agricoles, dite loi du plomb. Je dis considérable parce que plus de 2 millions de signatures, c'est un phénomène que l'on ne peut pas ignorer. Et donc par rapport au sujet qui est les leviers de la confiance sur l'information scientifique, quand matin, midi et soir, j'exagère à peine, on entend, on voit, on lit qu'il faut signer la pétition contre l'insecticide tueur d'abeilles, ça mobilise les gens. Et plus généralement, donc ma question c'est par rapport au-delà de la confiance entre le public et les journalistes ou les scientifiques, c'est comment vous voyez le fait que une ONG environnementale ou plusieurs ONG environnementales publient une étude plus ou moins étayée, plus ou moins travaillée, mais le résultat est repris clairement en boucle pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et il faut aux spécialistes des jours, des semaines, des pages d'articles pour remettre en cause l'affirmation. Oui, moi c'est une très bonne question. En fait, on est journaliste et là on parlait des relations avec les chercheurs. Et en fait, il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels la science, elle n'est pas aussi pure que ça. Et les groupes de pression existent dans tous les sens. Et le domaine de l'agriculture et de la pollution environnementale, c'est un domaine qui est très, très, très instrumentalisé de tous les côtés. On a connu la même polarisation il y a une quinzaine d'années, c'était renouvelable nucléaire. Voilà, c'est des discours qui sont tellement orthogonaux qu'il n'y a pas de discussion. Et là, on est en ce moment sur, pour moi, le même blocage. C'est-à-dire qu'on est sur deux visions du monde qui sont incompatibles. Et c'est vraiment un problème. Et ça nous met, nous, journalistes scientifiques, dans une position qui est compliquée. Lise a dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, notre métier, c'est souvent de montrer et d'expliquer pourquoi on ne sait pas. Et bien là, je viens de relire, avant d'arriver ici, un article, une longue enquête qu'on a faite sur le sujet des cancers et l'environnement. Pourquoi 60% des cancers, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la cause. Et on a une énorme tentation, on a un discours qui est parfois simpliste de mouvements écologistes. Vous allez pas penser que je suis un vilain rédac conservateur pro-engrais et pro-pesticides, mais en fait, qui nous disent, voilà, l'augmentation des cancers, elle est due aux pollutions, et notamment à ce qu'on mange, ce qu'on a dans notre assiette. Et en fait, c'est une simplification qu'aucun élément scientifique aujourd'hui ne permet d'affirmer. Et donc on a un langage qui est par accumulation d'éléments, des études quand même qui font, on va pas nier, de lien entre certains pesticides et les cancers. On a une simplification qui est de dire on a 60% des cancers qui ne sont pas expliqués, donc c'est la pollution qui est responsable. Et en fait, l'épidémiologie, la science aujourd'hui nous dit non, c'est pas si simple que ça. On regarde, on a plein de pesticides qui sont problématiques, qui ont l'air d'être dangereux à certaines doses. Donc pour les agriculteurs qui en utilisent des doses massives, on voit des cancers, des hausses de cancer. En revanche, pour la population générale, pas de signal. Pas de hausse de cancer. Donc comment nous, journalistes, on fait pour transmettre cette difficulté, le sujet, il est quand même au cœur de nos vies. Hein. Qu'est-ce qu'on mange et comment on protège l'environnement? Je ne veux pas dire que c'est des sujets simples, hein, mais si on essaie de sortir du discours simpliste qui est de dire toute pollution nous tue, voilà, le chemin... je pense quand on parle aux agriculteurs et qu'on les voit qui sont meurtris de penser qu'ils sont en train d'empoisonner les gens, ou en tout cas qu'on les accuse d'empoisonner les gens parce qu'ils produisent le fruit de leur travail, voilà, j'imagine que c'est dur. Et donc on a un long article qui paraît demain pour dire
cancer et environnement, on ne sait pas. Donc il n'y a pas de scoop, hein. Je vous dis le contenu déjà de l'article. Non, mais et on fait un long article, ça sera une pleine page dans le Figaro, pour expliquer pourquoi on ne sait pas et pourquoi c'est compliqué de savoir et qu'on ne saura probablement pas demain non plus, ça va prendre du temps. Voilà. Acheter le Figaro demain, ça vaut vraiment la peine. Lise, un Oui, dernier mot et on prend une dernière question. Oui, je voulais dire aussi, nous, on est là pour expliquer la méthodologie des études et il y a, grosso modo, sur ces sujets-là, 2 types d'études. Il va y avoir des causes-conséquences et des études observationnelles qui ne font pas de causes-conséquences. Et donc, nous, on est là aussi pour dire, voilà, cette étude montre ça, elle montre pas autre chose, elle montre pas, voilà, en environnement et santé, on a beaucoup d'études finalement observationnelles et pas tellement cause-conséquence. Et du coup, attention aux raccourcis et aux simplifications. Je pense que nous, notre travail, il est surtout là, quoi. On n'est pas des chercheurs, on n'est pas des activistes. Et donc, nous, on est là pour, normalement, si on fait bien notre boulot, pour expliquer les différents avis, enfin, les différentes positions des différents acteurs, sans prendre position. Bonjour, Pauline Darmancourt, j'étais responsable de communication au BRGM puis à l'Agence régionale de la biodiversité avec un mémoire justement sur la communication scientifique publique. Tout ce que vous avez dit là aujourd'hui, merci parce que ça répond à beaucoup de sujets, à la fois la complexité, la question de l'actualité et autres, et puis la relation journaliste et scientifique en termes de co-formation dans les 2 versants. Je rejoins un petit peu le sujet sur l'agriculture pour avoir travaillé dans des domaines en tant que médiatrice scientifique interne, pas journaliste dans une rédaction, mais productrice de contenu, que ce soit sur un portail, dans des conférences, dans des expositions et en relation directe avec les scientifiques et avec le grand public. La difficulté qu'on peut avoir, et pour être sensibilisé aux enjeux environnementaux de manière globale, c'est qu'effectivement, on a un grand public qui va être alors, grand public, faut voir ce qu'on met dedans. Plus on dit grand, plus on touche personne. Mais en tous les cas, il y a une forte défiance. Je prends un autre exemple qui est aussi, parce que vous parliez, monsieur Dubois, de l'importance de la création, et puis vous aussi à Sciences et Avenir, de la création des contenus par les chercheurs eux-mêmes. Mais nous avons effectivement une difficulté parce que lorsque on va parler des enjeux en matière de biodiversité, notamment sur l'agriculture, pâturage, élevage, qui est essentiel, fondamental dans la question des sols, des milieux ouverts, de la biodiversité en général, du fait qu'il vaut mieux quelque part peut-être effectivement manger une alimentation carnée, locale, plutôt que... et on se heurte finalement à une forme de débats complexes sur justement la problématique du véganisme, du taux de CO2 dans l'atmosphère avec le méthane, etc. Et on sent bien du côté de certains journalistes, y compris dans des rédactions de presse quotidienne régionale, un parti pris qui fait qu'aujourd'hui, les chercheurs ou les écologues ou les urbanistes, voilà, tous les spécialistes, parce que vous parliez des experts, ont du mal à avoir confiance dans les médias parce qu'il y a cette question de complexité qui est mal appréhendée, surtout en presse quotidienne régionale, et d'enjeux quelque part de renvoyer le même lieu commun de pensée, c'est-à-dire que pour sauver la planète, il faut arrêter de manger de la viande, mais on ne pose pas la question, et c'est là où je m'interroge sur le rôle aussi des médias, alors sans faire de la politique, mais de la société que nous voulons. C'est-à-dire que, certes, il faut sans doute manger moins de viande, mais peut-être en manger mieux, plus local, etc. Mais comment on la produit ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve cette viande ? Où est-ce qu'on... Et c'est ça qui nous manque dans les médias, parce qu'à côté de ça, vous avez l'INRAE qui fait des études très intéressantes sur le fait que pour de la junk food ou de la restauration rapide, et y compris dans les cantines, on va avoir des poulets qui vont être rapidement à croissance rapide, sauf que ceux-là, on sait très clairement par des études scientifiques qu'ils ont un impact environnemental et de santé extrêmement fort. Et donc, je trouve que dans les médias, il manque, j'entends sur cette question de complexité, mais une forme de dissensus sur quelle alimentation carnée. Ne soyons pas dans une forme de fantasme qui demain il faudra arrêter de manger de la viande. Je prends juste cet exemple, mais on aurait la même chose sur les pesticides, sur l'eau, sur les mégabassines. On ne pose pas la question des modèles. Et je me demande du coup si dans la communication scientifique il ne faut pas aller au-delà
de la méthode, et je rejoins le fait que c'est important, mais aussi la question de société, de complexité même d'un écosystème, et qui sont les acteurs qui travaillent autour de tout ça. Enfin, voilà, c'est pas une vraie question en soi, mais peut-être si je devais synthétiser, est-ce que justement pour étayer des études, vous allez au-delà des chercheurs pour un peu croiser les opinions, un peu comme on pourrait avoir sur un bassin lié à l'eau, etc. Bon, grande question, petite réponse s'il vous plaît. Ouais, nous, on est vraiment, enfin, on a déjà énormément de travail à relayer tout ce qui est recherche scientifique. C'est vrai qu'on va moins. Alors, si on peut partir d'une question qu'on se pose, et peut-être la question de mieux manger de la viande, par exemple, plutôt que arrêter de manger de la viande, on pourrait décider qu'on fait un dossier sur ça. Et donc, si on a suffisamment d'interlocuteurs intéressants et qui nous racontent des choses intéressantes, qui sont documentées avec de la recherche scientifique, etc., pourquoi pas faire ce type de dossier. Mais c'est vrai qu'on est, nous, dans notre démarche, en tout cas à Sciences et Avenir, on est plus à relayer l'existant, qui est déjà beaucoup de travail là-dessus. Moi, j'ai un début de réponse qui n'en est pas une, c'est que l'environnement, c'est compliqué. Et en fait, moi, je me méfie toujours des réponses simples à des problèmes complexes. Et donc, de dire, il faut arrêter de manger de la viande, et en même temps, ne pas changer de comportement et continuer à bouffer autant de viande et de la viande d'élevage, justement des poulets qui ne savent pas marcher, et je suis d'accord, on va droit dans le mur. Donc c'est compliqué. Et l'environnement particulièrement parce qu'on est sur le système vivant, on est sur un système climatique, tout est interconnecté. Et donc on peut choisir de dire, moi je veux émettre moins de CO2. Et l'environnement, malheureusement, c'est pas que le CO2, c'est aussi la biodiversité. C'est compliqué. Et j'ai pas de réponse. Et là, en plus, la science, elle progresse pas très vite sur ces questions-là, mais elle progresse quand même. Alors j'ai une toute petite réponse, enfin un rebond là sur ce qui vient d'être dit, mais tout petit. C'est parce qu'à la base je suis ingénieur agro et à la base aussi, en fait, je suis aussi une citoyenne. Et en fait, le problème de l'alimentation, c'est pas tant peut-être, enfin, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut manger pour bien manger. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous le seuil de la pauvreté en France et que donc en fait l'alimentation en fait passe souvent par des caddies et les caddies sont malheureusement les moins chers avec des produits de mauvaise qualité. Donc là, ça c'est une question réelle. Mais sinon, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les échanges chercheurs-journalistes. Parce que donc moi, je suis une vieille nouvelle journaliste scientifique, donc membre de la GSPI, et je collabore au dossier donc, de Sciences et Avenir. Et donc concernée par toutes ces questions. Voilà, donc pour dire que à la base, j'ai fait de la biologie, de l'agronomie, puis ensuite j'ai travaillé pendant des années donc, dans la recherche autour du médical. Et donc, je pense que je peux facilement comprendre en fait, mes interlocuteurs quand ils parlent de ces sujets-là. Mais grâce aux rencontres, donc échanges, je suis allée à Lille, passer une semaine avec des chimistes. Et donc, j'ai appris plein de choses. Et je me suis rendu compte à quel point, pourtant, la chimie, c'est quelque chose qui m'était pas trop... Enfin, voilà, on parlerait d'astrophysique, etc. Non, ça, je pense que je ne sais pas. Mais voilà, et donc je me rends compte à quel point c'est important d'avoir un socle scientifique pour parler de science. Et quand c'est vrai que la majorité des journalistes, parce que grâce à ma reconversion, j'ai pu faire un petit stage au Monde, et tous les journalistes en fait des équipes en fait Planète par exemple, naïvement je leur demandais quel était leur background. En fait, ils avaient tous fait Sciences Po, mais ce qui est super parce que c'est des gens hyper brillants en fait. Mais je pense quand même que pour parler de science, il faut un background scientifique. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais aussi de l'éducation média et j'essaye de dire aux petits des collèges de faire des études scientifiques et qu'ensuite, ils pourront faire du journalisme s'ils veulent ou autre chose. Mais en tout cas, qu'il ne faut pas oublier de faire de la science. Toute dernière, il est quelle heure là? Parce qu'il faut quand même qu'on... Surveille l'heure. Juste un point, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des journalistes scientifiques qui avaient un background scientifique et très souvent ils nous disaient qu'il fallait qu'ils désapprennent. Il faut désapprendre la science pour pouvoir la traiter comme journaliste scientifique. Et donc voilà, il faut sans doute un balancement entre les deux. Super, on finit ici, tu peux venir nous voir. Merci beaucoup en tout cas à vous trois, merci à vous. Et
Voilà, et sachez qu'à la GSPI, on a des journalistes scientifiques qui font que ça, mais on a aussi de plus en plus des journalistes généralistes qui ont un attrait aux sciences et qui sont amenés à traiter ces questions. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, je réponds à vos questions. Voilà, merci.